Bonjour, alors nous abordons aujourd'hui le chapitre 3 sur le champ magnétique. Nous allons faire pour le champ magnétique ce que nous avons fait dans le chapitre 2 pour le champ électrique. Souvenez-vous, nous étions partis du théorème de Gauss en formulation intégrale. Nous avons défini une formulation différentielle à travers la définition de la divergence. Et cette définition de la divergence était liée en fait à une limitation intrinsèque de la capacité du théorème de Gauss à nous en apprendre davantage sur la façon dont les charges électriques sont distribuées dans le volume intérieur qui est défini par la surface macroscopique. Alors, il existe quelque chose de très similaire pour le champ magnétique et nous allons le faire, et ça veut dire que nous faisons un pas supplémentaire vers les équations de Maxwell. Et à la fin de ce chapitre, nous disposerons d'une troisième équation de Maxwell, avec les deux premières qui sont, je le rappelle, divergence E égale ρ sur epsilon 0, et divergence B qui est toujours nulle, ces deux premières équations étant vraies partout et tout le temps. Alors, nous allons commencer par une situation qui est en fait un rappel du cours le premier cours d'électromagnétisme que vous avez suivi. Vous savez que si les charges électriques immobiles génèrent des champs électriques, ce sont les charges mobiles, donc des courants électriques, qui génèrent des champs magnétiques. Et la première situation que nous voulons regarder, c'est celle d'un fil qui est supposé infiniment long, vertical, et qui est parcouru par un courant I. Je vais faire un rappel rapide. Si besoin, vous devrez consulter un ouvrage ou vos notes de cours sur tous les arguments qui permettent de déduire la géométrie de B par les arguments de symétrie des sources, aussi d'invariance, selon certaines variables d'espace. Alors ici, l'idée, c'est que, comme le fil est infiniment long, le champ B ne dépend que de la distance petite a ou petit r à la source. Si je considère un point M de l'espace, situé à distance petit r du fil, eh bien le champ B ne dépend que de cette distance r, non pas de l'altitude z parce que le fil est infiniment long, et non pas non plus d'un angle de rotation autour d'une direction de référence. C'est les problématiques d'invariance. Ensuite, on va admettre que les lignes de champ sont circulaires, et il reste à voir comment elles sont orientées. Alors ça, c'est la fameuse règle de la main droite, qui est valable pour le champ magnétique. Puisque le courant est descendant, ça veut dire que les lignes de champ sont orientées moyennant les quatre phalanges de ma main droite. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le champ B, il est orienté dans ce sens. Ici, il va être en fait orthoradial. Et si j'étais en projection, en fait, le champ B serait dirigé vers vous. Mais peu importe, à la limite, je répète, si vous voulez revoir un peu ces éléments-là, il faut consulter un document de cours première année. Alors, on a l'équivalent du théorème de Gauss pour le champ magnétique, c'est le fameux théorème d'Ampère. Que dit le théorème d'Ampère ? Le théorème d'Ampère dit qu'il faut considérer un contour de circulation. Et le contour de circulation, en l'occurrence ici, c'est le cercle, c'est-à-dire c'est la ligne de champ. On va partir de ce point-là, on va circuler. Alors, il y a deux façons de le faire, en sens horaire ou le sens anti-horaire, mais quoi qu'il en soit, on va circuler sur un contour fermé, c'est-à-dire qu'on va revenir à notre point de départ. Et ça s'écrit moyennant ce qu'on appelle une intégrale dite de circulation. On met le signe de fermeture. J'appelle gamma le contour comme j'avais appelé S la surface dans le cas du théorème de Gauss. Et le théorème d'Ampère dit quelque chose d'étonnamment simple. Il dit que la circulation du champ magnétique sur ce contour fermé, quelle que soit sa géométrie, est égale à μ0, la constante magnétique, fois I indice S. Qu'est-ce que c'est que I indice S ? I indice S, c'est la somme algébrique de l'ensemble des courants qui traversent une surface quelconque qui s'appuie sur le contour. Alors ici, la surface la plus simple qu'on puisse imaginer qui s'appuie sur ce contour circulaire, c'est évidemment le disque que je hachure ici. Mais en fait,
pour peu que la surface s'appuie sur le contour, il n'y a aucune raison que ce soit la surface plane du disque. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors je vais aller assez vite sur les arguments, parce que ça relève vraiment du cours de première année, c'est juste une mise en jambe. C'est l'idée selon laquelle, en fait, B est orthoradial, et quand je circule sur le cercle, les DL sont aussi orthoradiaux. Et si je circule, alors vu du dessus, dans le sens horaire, ça veut dire que je vais orienter mes DL, qui sont localement tangents à mon contour de circulation, alors B et DL sont non seulement collinaires, mais en plus de même sens. Si bien que B scalaire DL devient norme de B fois norme de DL, et comme B ne dépend que de R, si je circule sur le cercle gamma, alors dans l'intégrale B est une constante. Tout calcul fait, encore une fois, on trouve ça dans les livres, on obtient finalement B de R fois 2pi R qui est le périmètre sur lequel j'ai circulé est égal à mu0 fois I. Parce que I est le seul courant qui traverse la surface en bleu hachuré qui s'appuie sur ce contour de circulation. On obtient immédiatement un résultat B, pardon. C'est B qui nous intéresse et non pas I. On obtient B de R est égal à mu0I sur 2pi R. Dans le cas particulier, bien sûr, de cette géométrie des sources. Voilà pour le rappel. Alors maintenant, on va généraliser. Un peu comme on l'avait fait pour le théorème de Gauss. Alors on va supposer que le contour est maintenant quelconque. Sa géométrie n'est pas nécessairement circulaire. Le contour est comme la surface de Gauss, c'est un contour virtuel. Ça n'a pas besoin de correspondre à un contour physique avec de la matière, par exemple un fil de cuivre. En général, c'est un contour qui est imaginé ou qui est pensé. Ça peut correspondre, éventuellement, ça peut arriver que ce contour coïncide avec un contour physique. Mais dans le cas général, le contour est simplement virtuel. C'est une ligne imaginaire que l'esprit du physicien élabore pour calculer son théorème d'Ampère. Alors, il faut choisir un sens de circulation, exactement comme on devait orienter les surfaces. Comme le contour est fermé, il y a deux orientations possibles. Ou bien on circule dans le sens horaire, ou dans le sens anti-horaire. On peut dire aussi le sens trigonométrique et le sens anti-trigonométrique. Ça veut dire qu'un contour, ça s'oriente. Donc ici, on va désigner par plus le sens qu'on choisit pour l'orientation du contour pour lequel on va calculer la circulation. Et le théorème d'Ampère dit que la circulation sur ce contour fermé, donc gamma, hein, c'est mon contour, il est macroscopique en ce sens que peut être aussi grand que je veux, ça peut être l'anneau du CERN de plusieurs dizaines de kilomètres de circonférence. Donc somme sur le contour fermé de B scalaire dl est égal à mu0 fois IS, et IS, c'est les sources. C'est les sources, les courants qui créent le champ magnétique ici, qui est B. En fait, c'est la somme, IS, c'est la somme algébrique de l'ensemble des courants qui traversent une surface quelconque, mais pourvu qu'elle s'appuie sur le contour de circulation. Alors, mon contour, s'il est vraiment tout à fait général, il n'est même pas forcément plan. Souvent, il sera plan. Si mon contour est plan, alors la surface la plus simple qu'on puisse imaginer, c'est l'espèce de pot de tambour qui est directement appuyé dans le plan sur le contour qui est lui-même plan. Donc c'est ce que je m'efforce de représenter ici en hachurant en rouge. Voilà. Puis maintenant, on peut faire l'hypothèse qu'il y a plusieurs courants
qui traverse cette surface, avec par exemple I1 vers le bas pour ce fil-ci, I2 vers le haut, et I3 aussi vers le bas. Donc le théorème d'Ampère est très général, quel que soit le contour et sa géométrie. Et ici, le terme des sources peut être complexe, combiné de plusieurs fils, par exemple, qui traversent une surface qui s'appuie sur le contour. Alors, il faut aussi préciser un point qui est capital, qui est souvent source d'erreur chez les étudiants, c'est la problématique de l'orientation du contour, qui doit également être connectée à l'orientation de la surface. Parce que les courants I1, I2, I3, en fait, sont des courants algébriques. Ça veut dire qu'ici, il faut leur mettre des signes positifs ou négatifs. Et le signe du courant dépend de l'orientation du courant par rapport à celle de la surface qui s'appuie sur le contour de circulation. Ça veut dire que la surface en hachuré rouge, elle doit être orientée aussi. Comment? Alors ici, il faut bien comprendre un point important, c'est que l'orientation de la surface n'est pas libre par rapport à celle du contour. Dès lors que vous avez orienté le contour, en fait, peut-être sans le savoir, vous avez aussi orienté la surface. Et toujours moyennant la règle de la main droite. Alors comme ici, on a choisi l'orientation du contour selon la flèche indiquée au tableau, hein, ça veut dire que, imaginez que cette partie-là est derrière le tableau, celle-ci devant. Je vais le renforcer un peu, là, le trait, pour bien montrer que ça, c'est en amont, plutôt, pardon, en avant du plan du tableau. Voilà. Ça veut dire ici que le contour est orienté selon les phalanges de ma main droite, et ça veut dire qu'en fait, le DS, la surface est orientée vers le bas. Ça veut dire que ici, si je représente un petit élément de surface, comme on l'a fait pour le théorème de Gauss, en fait, mon DS est orienté vers le bas. Donc, je répète, l'orientation du contour n'est pas indépendante de celle de la surface, elles sont connectées ensemble, l'une entraîne l'autre, moyennant la règle de la main droite. Vous avez compris? Yes! Voilà. Ça veut dire qu'ici, le courant I1, il a le même sens que l'orientation de la surface, il doit être compté plus dans le terme des sources. Mais I2, lui, il est en sens inverse de l'orientation des surfaces. Donc il doit être compté moins. Enfin, I3 a le même sens que l'orientation de la surface, donc il doit également être compté plus. D'où l'idée qu'ici, on a la somme algébrique, les courants étant comptés positifs ou négatifs en fonction de leur sens par rapport à l'orientation de la surface, qui elle-même découle de l'orientation du contour. Et l'orientation du contour est importante pour donner le signe DDL dans le terme de gauche. Alors, il y a encore un point, on aurait pu le traiter en remarque, on peut le laisser dans cette première capsule vidéo. On a dit tout à l'heure un point qui semblait assez étrange. J'ai dit, je répète, que IS, c'est la somme algébrique des courants qui traversent une surface quelconque qui s'appuie sur le contour. C'est clair que si on peut choisir une surface plane, ça sera plus simple. Mais quelquefois, ce n'est pas possible. Alors, si, maintenant, imaginez que ça, c'est une pellicule de savon sur laquelle je souffle, et si bien que maintenant, je vais commencer à avoir une surface qui va se dilater comme une bulle de savon, mais qui reste quand même appuyée sur le contour. C'est-à-dire que la bulle ne se referme pas, ne prend pas son envol, elle reste sur le petit anneau de plastique là, du jouet des enfants. Donc, elle commence à se dilater, mais elle s'appuie encore sur le contour. Donc, j'essaie de représenter ça pas trop maladroitement ici. Hein, c'est la bulle qui se dilate. C'est certainement maladroit, mais peu importe. Elle est refermée derrière. Si j'utilise cette surface-là comme surface pour laquelle je m'intéresse au courant traversant, est-ce que j'ai modifié IS? Absolument pas.
tant que la surface s'appuie sur le contour, et quelle que soit sa géométrie, eh bien, c'est le même courant total IS qui va traverser par rapport à la surface qui s'appuierait sur le contour en formant un plan ou un quasi-plan. Alors c'est assez étonnant, mais c'est vrai que la géométrie de la surface importe peu, d'où l'expression qui traverse une surface quelconque qui s'appuie sur le contour, mais il faut quand même bien prendre garde qu'elle s'appuie bien sur le contour. Donc il peut y avoir des situations un peu piégeuses où on choisirait une surface qui n'est pas bonne parce qu'elle ne satisfait pas à cette condition. Voilà le rappel du théorème d'Ampère. Bien, alors poursuivons. Alors ici, en tant que formulation intégrale, le théorème d'Ampère se heurte à la même difficulté que ce que nous avions déjà identifié pour le théorème de Gauss. Le contour peut être aussi grand qu'on veut, ça peut être, pourquoi pas, la circonférence du Soleil. Mais alors, ici, on sait qu'il y a IS total qui traverse une surface qui s'appuie sur le contour, mais on ne sait pas comment les courants qui composent le IS global sont distribués sur le contour. Est-ce que tout passe au centre? Est-ce que c'est diffus tantôt à gauche, tantôt à droite? On ne sait pas comment sont distribués concrètement et précisément les courants qui composent IS sur le contour ou sur la surface qui s'appuie sur ce contour. Donc on a typiquement une construction qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour Gauss divergence, c'est-à-dire que on va définir un concept local versus équation intégrale qui va permettre d'obtenir une définition locale en un point d'espace par le processus d'une limite qui va tendre, limite d'une quantité dont le dénominateur va tendre vers 0. Alors ici, l'idée, bien sûr, c'est pas possible de diviser par un volume. Il n'y a aucun volume dans notre problème. Donc dans la divergence, on avait l'intégrale de flux au numérateur. Donc on va chercher une limite. Tout comme on avait l'intégrale de flux au numérateur pour la divergence, ici, on va mettre l'intégrale de circulation au numérateur. Mais il faut diviser par quelque chose qui va tendre vers 0, et on va obtenir de l'autre côté, évidemment, la division par la même quantité, qu'on fera tendre également vers 0. Alors, puisque ici, il n'y a pas de volume dans ce problème, puisque la surface est ouverte, même virtuelle, elle reste ouverte, l'idée, c'est de diviser par la surface. C'est la surface quelconque. Ça peut paraître paradoxal, parce que si la surface est quelconque, deux surfaces différentes, mais qui s'appuient sur le contour, ont des surfaces différentes. Alors pourquoi, par quelle surface précisément il faut diviser? Peu importe, parce que comme on fait tendre S vers 0, dès lors qu'elle s'appuie sur le contour, qu'elle soit plane ou non, n'a plus d'importance. Et là également, on divise par S, et on prend la limite quand S tend vers 0. Ça veut dire que si cette surface tend vers 0, le contour se ratatine, et finalement on converge autour d'un point mathématique de l'espace qui va être le point de convergence de la formulation maintenant différentielle de notre concept de circulation. On obtient donc la limite, lorsque S tend vers 0, de la circulation surfacique. Et maintenant, il faut bien commenter cette égalité-là, parce que par rapport à la définition de la divergence, il y a une petite difficulté supplémentaire. Au numérateur, on a un scalaire. Une circulation d'un champ, ça donne un scalaire. Divisé par un scalaire, ça reste un scalaire. La limite n'y change rien. On a ici, à gauche, un scalaire. Là, on a μ0, une constante qui pose aucune espèce de difficulté. Et là, du point de vue dimensionnel, on a un courant divisé par une surface. C'est des ampères par mètre carré. Ça veut dire que c'est homogène à, en fait, une densité de courant. Mais dans le chapitre 1, nous avions défini notre densité de courant comme concept qui a du sens dès lors qu'il est vectoriel. Alors ici, on a quelque chose qui est un peu paradoxal, un scalaire à gauche, quelque chose dont on pourrait trouver une version signifiante à droite, mais pour peu qu'elle soit vectorielle. Alors là, ça ne s'invente pas.
il a fallu le génie des grands savants du 19e comme Maxwell, Heaviside pour comprendre ça. C'est l'idée que si vous imaginez votre point de convergence, l'extrémité de mon doigt, le point de convergence, en fait, on peut circuler moyennant 3 directions qui sont perpendiculaires 2 à 2. C'est-à-dire que si je circule dans un plan horizontal avec un cercle, par exemple, à ce moment-là, les courants qui vont traverser une surface horizontale plane qui s'appuie sur ce contour, ce qui va m'intéresser, c'est les composantes sur l'axe vertical de la densité de courant. Ça veut dire que je vais définir quelque chose, une circulation surfacique, limite quand S tend vers 0, en fait, de la composante verticale selon Z de la densité de courant. Mais je peux aussi circuler moyennant un plan vertical qui serait perpendiculaire au plan du tableau. Et à ce moment-là, il y a des courants qui traversent une surface quelconque qui s'appuie sur ce contour de circulation, dès lors que la densité de courant a une composante sur cet axe, que j'appelle par exemple Y. Ça veut dire que là, je vais avoir une deuxième équation qui définit la circulation surfacique, mais sur l'axe Y. C'est-à-dire que j'aurai dans le second membre la composante J indice Y du vecteur densité de courant. Et enfin, je peux circuler toujours dans un plan vertical, mais parallèle au plan du tableau, ce qui va me définir la troisième et dernière composante de la densité de courant, parce que pour que les courants traversent, il faut qu'ils aient une composante selon l'axe perpendiculaire au plan du tableau, c'est-à-dire selon x. Et ça va me définir une troisième équation relative à J indice x. Ça veut dire que ici, finalement, moyennant les 3 directions de circulation possibles qui sont perpendiculaires 2 à 2, j'accède en une seule équation à 3 composantes Jx, Jy, Jz. Ça veut dire que, somme toute, ici, à gauche, en fait, j'ai aussi un vecteur. Et c'est là qu'il y a une petite difficulté conceptuelle supplémentaire par rapport à la divergence, qui était un scalaire. On peut maintenant écrire. On va écrire et essayer de faire un dessin. Alors le dessin, je ne garantis pas son intelligibilité parfaite. Je vais prendre 3 axes, X, Y et Z. 3 axes classiques, trièdre direct, tout à fait classique. Si j'utilise les couleurs pour que ça soit bien intelligible, j'espère, je vais circuler dans le plan XOY. L'origine, évidemment, c'est O. Je circule dans ce plan-là. Je vais avoir la limite de mon intégrale de circulation divisée par S, qui est dans le plan XOY. Et du coup, je vais avoir à droite mu0 fois la limite de IS divisé par S quand S tend vers 0. Ça veut dire que je vais avoir la composante sur Z du vecteur densité de courant, puisque c'est un courant divisé par une surface infiniment petite. Et du coup, à gauche, j'ai la composante sur Z de ma nouvelle quantité qui est le rotationnel de B. Rotationnel de B est une quantité vectorielle. En toute rigueur, il faudrait mettre rotationnel de B avec la flèche du vecteur sur le B, et encore une flèche pour indiquer que le résultat de l'application du rotationnel sur le champ B est encore un vecteur. Mais c'est trop lourdingue, donc on représente rotationnel de B comme ça. Ensuite, en bleu, je vais circuler dans le plan YOZ. C'est dur à représenter, mais voilà. Et là, du coup, j'obtiens mu0 fois Jx, parce que pour qu'il y ait du courant qui traverse le plan YOZ, il faut que ma densité de courant ait une composante sur l'axe X, sans quoi ça ne traverse pas. Et donc, du coup, j'obtiens ici la composante du rotationnel de B, mais sur l'axe X. Et enfin, alors là, j'essaie de dessiner un cercle. La dernière direction de circulation, c'est quand je circule dans le plan XOZ. La dernière
C'est le dernier de ces trois plans qui sont orthogonaux 2 à 2. Donc ici, j'ai une dernière intégrale de circulation. Et là, pour le coup, pour qu'il y ait un courant qui traverse ce contour ou cette surface qui est dans le plan du tableau, il faut qu'il y ait une composante sur l'axe Y de mon vecteur densité de courant. Et j'obtiens donc ici la composante sur Y de rotationnel de B. Voilà. Alors, le concept de rotationnel est un peu plus compliqué, parce que on peut voir ça comme un opérateur différentiel qui porte sur un vecteur, et le résultat de l'application du rotationnel sur un vecteur donne encore un vecteur, alors que la divergence portait sur un vecteur m'est donné un scalaire. Concrètement, on écrit, ou de façon synthétique, rotationnel de B égale mu0 fois J. Et ça, c'est un pas vers une troisième équation de Maxwell. Mais nous verrons un peu plus tard que, en fait, elle n'est pas complète. Il manque un terme ici. Ça vaut en magnétostatique lorsque les champs sont statiques, c'est-à-dire créés par des courants continus ou des courants qui varient lentement. En réalité, dans le cas général, il va manquer un terme qu'on va pouvoir établir rapidement dans un des paragraphes suivants. Mais c'est quand même un intermédiaire, un pas vers l'équation de Maxwell, dite Maxwell-Ampère, puisque évidemment, elle dérive du théorème d'Ampère, comme Maxwell-Gauss dérivait du théorème de Gauss.